Mais pour moi, mettre les mains dans la terre, c'est presque aussi vital que respirer, quoi. Donc je passe pas trop longtemps sans mettre les mains dans la terre, ou sinon je sens un fort déséquilibre qui s'installe en moi. Et donc ça a été quelque chose comme de l'ordre d'une révélation, tandis qu'au tout début, tu vois, c'était la grosse blague, mais je mettais des gants pour faire du jardinage, quoi. Je voulais pas toucher la terre parce que c'était sale, etc. Et après, presque, voilà, j'aurais voulu l'embrasser, me rouler dedans, presque. Donc je sais que la gouvernance, ça va être un point de vigilance énorme. Et là, il n'y a pas une solution, il n'y a pas de baguette magique. Il faudra trouver quand même des protocoles pour accompagner chaque collectif avec ce dont il est composé, c'est-à-dire les personnalités, les caractéristiques, les histoires personnelles des uns et des autres. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer, avec ce projet pilote, de modéliser. Alors le mot modéliser peut parfois être mal compris, mais l'idée, c'est de mettre un espèce de cadre général, de poser un cadre avec des méta-règles, des grandes règles. Et puis à l'intérieur de ce cadre, les uns et les autres s'en empareront, feront ce qu'ils voudront. Mais on essaiera au moins de faciliter le chemin et de réduire un petit peu les échecs et les écueils ce faisant. Et si demain tout s'écroule, si on a une deuxième crise Covid, si on a un conflit qui fait qu'on n'a plus de pétrole, plus d'électricité, eh ben ces lieux de production vivrière doivent continuer. Et c'est-à-dire qu'ils sont capables de continuer sans pétrole, sans électricité, sans réseaux sociaux, sans intelligence artificielle. Ils ont cette résilience-là. J'ai eu la joie de faire la rencontre de Perrine Bulgheroni, que l'on ne présente plus dans le monde de l'agroécologie. Perrine a été juriste internationale, a cofondé la ferme du Bec et Loin. Elle a été agricultrice pendant 18 ans et se consacre aujourd'hui à l'accompagnement de porteurs de projets agricoles. Elle est aussi conférencière, auteure, formatrice. Mais si j'ai eu la chance que nos chemins se croisent, c'est parce qu'elle fait partie des cofondatrices d'EU Farms, un réseau de fermes agroécologiques en Europe, auquel est consacré l'épisode 105. Dans cet épisode-ci, Perrine nous parle de ce projet et également de son projet de cœur du moment, développer des systèmes agraires solidaires, c'est-à-dire des fermes coopératives, productives, vivrières et écosystémiques, qui remettent l'agriculture au cœur du village et redonnent à la société sa résilience. Elle cherche aujourd'hui des terres pour démarrer un projet pilote. Prenez une tisane, un café, ce qui vous fait du bien, et je vous laisse profiter de ce moment avec une paysanne passionnée. Bonjour Perrine. Salut Opaline. Alors, on est au domaine de Courrance, dont la gardienne a contribué à la création du réseau EU Farms, dont on va parler ensemble. Déjà, j'avais une petite question brise-glace pour commencer. C'est quand la dernière fois que tu as mis les mains dans la terre ? C'était hier. C'était hier. Moi, j'ai en ce moment plus de ferme. Je ne cultive pas, on va dire, à titre professionnel. Mais pour moi, mettre les mains dans la terre, c'est presque aussi vital que respirer, quoi. Donc je passe pas trop longtemps sans mettre les mains dans la terre, ou sinon je sens un fort déséquilibre qui s'installe en moi. Et est-ce que tu peux te présenter en tant qu'être humain et plus particulièrement ce qui t'anime vraiment profondément en ce moment, au quotidien ? Donc moi je suis Perrine, je suis une femme de plus de 50 ans maintenant. J'ai découvert l'un de mes grands amours, c'est-à-dire l'agriculture, il y a 20 ans maintenant. Franchement, si on m'avait dit avant ces 20 ans que je deviendrais paysanne et que j'aimerais ça, j'aurais beaucoup ri, je crois. J'aimais la nature, j'aimais beaucoup les animaux. Dans mon enfance, il y avait toutes ces dimensions-là dans ma vie, qui a un peu été après happée par le sport, par les études, par une vie professionnelle. Et puis j'ai découvert l'agriculture quasiment par hasard en fait. Et on avait cofondé avec mon ex-mari Charles la ferme du Bec et Loin. Et c'est une véritable histoire d'amour qui a commencé en fait. Et je me suis découvert ce que je ne savais pas avoir enseveli, c'est-à-dire une relation quasi charnelle
avec le vivant. Alors le vivant, c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, mais avec la terre, avec les plantes, les animaux, les arbres, chaque brin d'herbe, chaque plante sauvage me parle, entre guillemets. Et donc ça a été quelque chose comme de l'ordre d'une révélation, tandis qu'au tout début, tu vois, c'était la grosse blague, mais je mettais des gants pour faire du jardinage, quoi. Je voulais pas toucher la terre parce que c'était sale, etc. Et après, presque, voilà, j'aurais voulu l'embrasser, me rouler dedans, presque. Et non, ça, c'est quelque chose qui est devenu vital. Donc, je m'estime comme étant une femme de terre. Certains m'ont dénommée sorcière aussi, et ça me va très bien, en fait, bien avant que le terme sorcière soit revenu à la mode, parce que c'est vrai que j'avais cette autre passion, et je l'ai toujours d'ailleurs, pour les micro-organismes, les petites préparations, les choses comme ça. Donc voilà. Et en ce moment, plus particulièrement, est-ce qu'il y a des projets qui te prennent, auxquels tu dédies beaucoup de temps ? Oui, alors depuis 2 ans là, que je ne suis plus moi-même les mains dans la terre au quotidien, j'ai passé du temps à circuler dans pas mal de fermes, à aider des porteurs de projets qui soit étaient en difficulté, soit des gens installés qui avaient envie d'un petit coup de pouce technique ou d'un avis tout simplement. Et il y a un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps pour être passé par l'installation et la gestion d'une ferme seule ou à deux. Parce que nous, on était en couple, avec des équipes, bien sûr. Mais c'est quand même une dynamique différente quand tu es propriétaire du lieu, que c'est toi, entre guillemets, le patron et que tu as une équipe. Je me suis toujours dit que pour des gens non issus du milieu agricole, comme nous l'étions, et comme la plupart des gens qui venaient se former chez nous l'été, l'idéal, ce serait de s'installer à plusieurs pour parer à de nombreux défauts, on va dire, de cette vie de paysanne où c'est H24. Surtout quand tu es dans une logique un peu d'autosuffisance. Moi, quand j'étais pas dans mes jardins, j'étais affairée à faire mes produits d'entretien, à stocker, transformer. Et c'est à la fois dévorant, mais c'est quand même vraiment une passion. Quand tu épouses un style de vie comme celui-là, tu ne peux pas vivre autrement. Et moi en tout cas, c'était une évidence que de faire tout ça, que de faire un maximum de choses par moi-même, d'avoir un style de vie le plus respectueux de l'environnement et d'avoir une attention quasi obsessionnelle à mon empreinte carbone. Ça tombe sous le sens, si tu veux, pour moi, c'est juste normal. Mais ça occupe toute une vie, ce type de lifestyle. Du fait de ces difficultés, de cette espèce d'engrenage, de cette occupation permanente, je me dis, mais ces tâches-là, qui sont parfois faites par plaisir, parfois moins, elles seraient tellement plus joyeuses si on les partageait en fait. Et à l'échelle d'une ferme, on doit pouvoir articuler les intelligences, les énergies, les dons des uns et des autres qui doivent pouvoir se compléter, c'est inévitable. C'est un peu ce que j'ai loupé dans cette première grande aventure de la ferme du Bec et Loin, quelque part. Cette complémentarité qui doit vraiment bien s'articuler. Et de ce fait, depuis 2 ans, je fais, non pas germer parce qu'il est là depuis longtemps, mais j'essaye de passer du temps à faire émerger ce projet de système agraire solidaire. Un système agraire solidaire, c'est rien d'autre qu'une ferme coopérative et mutualiste, un espace sur lequel, plutôt que d'avoir un agriculteur tout seul sur son tracteur, tu as 6, 8, 10 producteurs sur ce même espace qui vont avoir une production tout à fait complémentaire, aussi bien dans l'assiette du citoyen qui va pouvoir se nourrir que dans les champs des paysans qui nous ont fait le plaisir de produire ça. Et dans ma tête, donc, je dessine en fait tous les contours de cette complémentarité, donc de cette ferme coopérative et mutualiste. Et l'idée, c'est d'installer quelque part, j'espérais en Normandie, mais j'ai du mal à trouver des terres, donc d'installer quelque part un projet un peu pilote, un peu expérimental, pour pouvoir l'étudier sous toutes ses coutures. Alors, tu me diras, des fermes collectives, aujourd'hui, il y en a plein en France, et c'est tant mieux. Depuis quelques années, il y a pas mal de projets qui se sont créés. Certains ont perduré, beaucoup ont achoppé. L'idée, c'est vraiment d'en étudier un et de dessiner tous les contours de quelque chose qui fonctionne. Quand je dis tous les contours, on va aussi bien étudier le statut juridique idéal pour une ferme coopérative
comment on partage les charges de fonctionnement basiques du quotidien, l'abonnement Internet, les honoraires du comptable, comment on fait pour s'organiser avec tout ça, comment on organise le travail sur cette ferme, comment est-ce qu'on fait pour avoir droit à des vacances, chose que n'ont pas les agriculteurs quand ils sont seuls, comment on fait pour jouir de certains week-ends, parce que la plupart des NIMA ont eu une vie, ils ont eu des vacances, ils ont eu une vie sociale. Et si du jour au lendemain, non seulement on leur demande de s'acculturer à la vie de paysan, mais en plus de rompre toute relation avec les personnes qui les nourrissaient avant, leurs amis, leur famille, ben c'est difficile. Donc en partageant une partie des travaux, on peut éviter ça. L'idée quand même sur ce système agraire solidaire, c'est que chacun soit en charge de son atelier. Donc chacun est en charge de ses bêtises, tu vois, elles sont d'accord avec moi. Chacun est en charge de ses bêtises comme de ses réussites. Il y a un pot commun pour les charges communes. Et puis après, il y a des coups de main. Donc l'idéal, ce serait de créer une banque de temps de travail. Une CUMA aussi en interne, donc une coopérative de mutualisation des équipements. Tu n'as pas besoin de 10 tracteurs si tu as 10 producteurs. 1 ou 2 tracteurs de plus ou moins petite taille, avec différents outils attelés. Ça peut convenir pour tout le monde. Il suffit juste de vraiment bien s'organiser. Quand est-ce que je l'utilise, pourquoi faire, je l'entretiens bien, je ne le laisse pas au suivant si je sais qu'il est cassé, etc. etc. Tu vois, il y a une bonne intelligence à trouver pour toutes ces choses-là. Il y a, je pense, énormément de place pour de l'innovation en termes d'organisation des travaux agricoles et d'organisation de la ferme de façon globale, parce que ça prend énormément de temps, la terre. Quel que soit le type de culture, c'est quand même très très prenant. Et je suis persuadée qu'il y a la place pour innover, organiser les choses un petit peu différemment. Il y a un boulevard pour de l'innovation au niveau des synergies agricoles. Alors ce que j'appelle synergie agricole, c'est les complémentarités que vont s'apporter les différents ateliers. Si on prend un exemple concret, si sur cette ferme coopérative on aura un maraîcher et un éleveur, on va dire un aviculteur, donc quelqu'un qui fait soit de la poule de chair, soit de la poule pondeuse, eh bien de façon très banale, les invendus ou les choses pas très jolies ou les petites feuilles de salade que le maraîcher ne récolte pas quand il va emmener ses salades sur le marché, ça va aller nourrir les poules. Inversement, le fumier des poules va venir nourrir les terres du maraîcher. Et ça, c'est une synergie toute simple, mais il y en a des dizaines d'autres. Les déchets de tri des céréales peuvent aller aux poules. Tout. Avec le son de blé du paysan boulanger, tu peux faire des tourteaux pour nourrir les poules, les cochons, les moutons, enfin je ne sais pas quels animaux on aurait, parce que le système agraire solidaire, il va se monter avec les porteurs de projets qui voudront bien rejoindre. Mais l'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir du maraîchage, ce serait d'avoir un peu d'élevage, ce serait d'avoir de la céréaliculture, ce serait bien sûr d'avoir des arbres, notamment des arbres fruitiers, ce serait d'avoir des plantes aromatiques et médicinales, vraiment recréer un écosystème très complet pour que la biodiversité humaine et la biodiversité végétale toutes deux parviennent à un équilibre et qu'on arrive à faire quelque chose de relativement résilient. Pas forcément extraordinairement productif, mais qui soit équilibrant pour tout le monde, les humains et l'écosystème, le vivant en fait, et que on soit aussi sur cet espace-là un petit peu la référence du village d'à côté. Les gens viennent faire leurs courses à la ferme. La ferme, c'est à nouveau un lieu de socialisation, un lieu où on peut parler, un lieu où on peut regarder ce qu'on va manger, prendre conscience de ce qu'on mange, prendre conscience du fait que, les agriculteurs, ils ont passé des heures et des heures à cultiver ça. Donc ça, tu ne vas pas le mettre à la poubelle. Si jamais tu ne le manges pas pour une raison X ou Y, à minima, tu le mets au compost, tu le donnes à quelqu'un, tu le donnes à des animaux, ou peu importe. Mais remettre les gens face à la réalité de la production de nourriture. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'une des grandes raisons de cette dichotomie sociétale qui fait qu'on ne connaît pas les agriculteurs, ou on ne les respecte pas parce qu'on veut être méchant avec eux, mais on ne sait pas ce qu'ils font au quotidien, on ne sait pas en quoi consiste leur métier. On a l'impression qu'ils passent des heures et des heures à faire des trucs, on ne sait même pas quoi. Pour le commun des mortels, en fait, l'agriculture, c'est un grand point d'interrogation. Alors il y a un petit peu de sympathie pour les agriculteurs quand ils commencent à râler, qui disent qu'ils ne vivent pas leur vie. Mais la réalité, c'est que le citoyen lambda, au quotidien, il ne sait pas du tout en quoi consiste le fait de le nourrir.
Et moins il y a de paysans, plus c'est comme ça. Exactement. Et donc ce gap, moi, il m'attriste beaucoup. On a d'un côté des paysans tout seuls sur des hectares avec leurs tracteurs qui se suicident. C'est quand même un suicide un jour sur deux en France. On ne parle pas des petits paysans indiens affamés par Monsanto. On parle de la France en 2024. Donc il y a une grande misère, y compris misère humaine, dans ce métier. Et on a l'impression qu'à côté de ça, il y a la société qui méconnaît les gens qui la nourrissent. Et une société qui n'intègre pas, qui ne reconnaît pas les gens qui la nourrissent, à mon avis, c'est une société qui est en bien mauvaise santé. Et ce modèle donc, de système agraire solidaire, c'est toi qui as imaginé ce terme ? Non, le terme existait, on l'avait déjà repris avec Charles dans notre livre Permaculture, Guérir la terre, nourrir les hommes. Il préexistait, mais je trouve que... Alors ça pourrait faire un autre acronyme, mais on aime bien les acronymes en France, c'est SAS, mais je trouve qu'il dépeint bien ce qui veut dire système rejoint le vocable écosystème. Agraire, c'est vraiment le travail de la terre et c'est moins agricole, c'est plus agraire. Et cette solidarité qui nous fait tant défaut de nos jours, j'aimerais qu'on la remette sur la table, notamment pour ces fermes-là. Alors, l'ambition est joyeuse, mais rien n'est rose. On sait très bien qu'il y a encore une fois eu beaucoup de tentatives d'installation en collectif ces dernières années, plein de réussites, beaucoup d'échecs aussi. Il y a des raisons qui sont parfois identifiées, parfois moins. Il y a le facteur humain qui rentre toujours dans la donne. Donc je sais que la gouvernance, ça va être un point de vigilance énorme. Et là, il n'y a pas une solution, il n'y a pas de baguette magique. Il faudra trouver quand même des protocoles pour accompagner chaque collectif avec ce dont il est composé, c'est-à-dire les personnalités, les caractéristiques, les histoires personnelles des uns et des autres. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer, avec ce projet pilote, de modéliser. Alors le mot modéliser peut parfois être mal compris, mais l'idée c'est de mettre un espèce de cadre général, de poser un cadre avec des méta-règles, des grandes règles, et puis à l'intérieur de ce cadre, les uns et les autres s'en empareront, feront ce qu'ils voudront. Mais au moins on aura donné des grandes réalités sur la praticité de tel statut juridique, tel modèle comptable, tel type de gouvernance, et puis les uns et les autres s'en empareront et feront en fonction de la personnalité de leur collectif ce qu'ils en voudront, mais on essaiera au moins de faciliter le chemin et de réduire un petit peu les échecs et les écueils ce faisant. Et c'est un modèle qui peut être très très inspirant pour des jeunes qui ont plein de peurs à s'installer seuls, des peurs à s'installer ensemble aussi, d'avoir un cadre un peu rassurant en se disant ça, il y a de fortes chances que ça marche. Exactement, et ça a marché. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau dans un modèle coopératif. Les vraies coopératives d'antan, c'est pas celles d'aujourd'hui qui vous vendent de l'aliment, de l'équipement ou du conseil. Les coopératives à l'ancienne, c'était ça, c'était vraiment remettre au bénéfice du commun les savoirs, les savoir-faire, les partages de coups de main, etc. Donc remettre ça au goût du jour. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de place pour de l'innovation low-tech, pour le coup, notamment en termes d'organisation du travail, sans doute en termes de recherche sur la dépense énergétique, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait aujourd'hui des fermes qui soient complètement dépendantes des calories fossiles et électriques. Et quand on voit l'augmentation des charges là, qui assomment tous les petits paysans, tous les maraîchers petite surface notamment souffrent beaucoup en ce moment de cette augmentation des charges. Donc ils repartent dans ce contre quoi on a lutté pendant des années, c'est-à-dire ils repartent vers l'agrandissement de leur surface. Produire sur plus pour produire plus et payer les charges, pas pour gagner mieux. Donc ils vont travailler plus, être beaucoup plus fatigués et puis lâcher l'affaire assez rapidement. Et l'idée donc c'est d'avoir des fermes résilientes. Un de mes slogans, c'est un peu remettre la ferme au cœur du village, c'est-à-dire non seulement remettre l'agriculture face au regard de monsieur et madame tout le monde, des citoyens qui voient comment est produite leur nourriture, mais aussi rendre à l'agriculture son rôle fondateur et fondamental dans l'organisation d'une société. Et si demain tout s'écroule, si on a une deuxième crise Covid, si on a un conflit qui fait qu'on n'a plus de pétrole, plus d'électricité, ces lieux de production vivrière doivent continuer. Et c'est-à-dire qu'ils sont capables de continuer sans pétrole, sans électricité, sans réseaux sociaux, sans intelligence artificielle. Ils ont cette résilience-là.
sans que les gens qui y travaillent ne soient littéralement des esclaves ou autres, en gardant cette joie, cet amour du travail. Il n'y a pas de métier plus passionnant que celui de paysan. Et pour autant, aujourd'hui, comme tu le disais, c'est effrayant pour beaucoup de jeunes. Le labeur, le fait de s'installer seul avec cette espèce d'épée de Damoclès économique que tu as au-dessus de la tête tout le temps. Donc comment est-ce qu'on arrive à refaire de la production de nourriture la base des pyramides que sont nos sociétés, et puis la base de la relation humaine, de la relation sociale, quoi. C'est un peu ça. Alors, est-ce que le temps passe quand même très vite et on va devoir y aller bientôt. Est-ce qu'il y a un lien entre ce projet-là et ta contribution à EU Farms? Est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'historique? EU Farms, en fait, c'est une idée qui est née un peu plus entre Valentine, donc le domaine de Courrance, et Émilie, qui à l'époque était à l'université du domaine des possibles, de se dire, mais finalement en France, il y a quand même quelques grands domaines, donc de très grandes fermes très grande surface, qui historiquement étaient rattachés peut-être à du patrimoine historique. Ici, c'est un château, mais ça peut être tout à fait autre chose, qui ont eu la chance d'être préservés. 700 hectares ou 1000 hectares d'un seul tenant, c'est du quasi inédit en France. Et de fait, ces fermes-là se sont rendues compte que bon an, mal an, elles continuaient à fonctionner. Elles avaient pris un tournant, sans doute au bon moment, qui était celui soit de l'agriculture biologique, soit de l'agroécologie, soit les deux. Et qu'économiquement, elles s'en sortaient très très bien. Et de fait, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que c'est méconnu? Première question. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un réseau pour que ces personnes-là qui ont quand même des besoins, des interrogations puissent échanger des idées, juste se parler, etc. Et puis pourquoi est-ce que ces fermes-là ne pourraient pas être un peu des locomotives pour d'autres grandes fermes qui ont envie d'opérer leur transition agroécologique et leur montrer surtout que ça fonctionne. Il faut lutter contre l'idée que en bio, je sais pas, on nourrit pas le monde. Il y a encore des gens qui arrivent à sortir des inepties comme celle-là, ou que l'agroécologie ça marche pas. Enfin, on entend encore des aberrations de lobbyistes souvent de cet ordre-là, ce qui est complètement faux. Et donc mettre un peu plus ces grands domaines sur le devant de la scène pour dire voilà, il y a des choses qui fonctionnent, essayons de nous en inspirer, apprenons ensemble. Et l'idée, c'était de mettre toutes ces grandes fermes à l'échelle européenne, un petit peu en réseau, pour voir comment les unes et les autres fonctionnaient. Donc les réalités ne sont jamais les mêmes, que ce soit les réalités pédoclimatiques, que ce soit les réalités économiques, historiques des domaines, ou le savoir-faire, ou même les productions. Rien n'est similaire, mais pour autant, il y a matière à apprendre chez tout le monde. Et ça, moi, j'ai trouvé cette idée absolument géniale, parce que s'il y a bien une chose dont on souffre en agriculture, c'est souvent l'isolement et la solitude, même dans nos milieux un peu plus agro-écolo, là où on est un petit peu plus en réseau, mais pour autant, ce sont des métiers où on sont quand même assez souvent seuls, et le fait de pouvoir échanger techniquement, émotionnellement même, c'est hyper important. Et de ce fait, quand Émilie et Valentine m'ont parlé de cette initiative, je dis bah oui, moi tout de suite j'en suis. Et l'idée est même aller plus loin, parce que quand moi je leur ai parlé de système agraire solidaire, on s'est dit mais finalement des systèmes agraires solidaires, ça va aussi être des grandes fermes, parce qu'un système agraire solidaire sur lequel tu installes 6 à 8 producteurs, moi, dans mon idée de départ, j'étais sur 120 hectares, mais on va être sur des fermes d'au moins 30 hectares et jusqu'à 120 ou plus. Donc, par définition, on est sur des grandes fermes. Donc, l'idée, c'est presque même que système agraire solidaire soit une fille spirituelle de EU Farms. En tout cas, il y a un lien très fort. Et puis, comme il y a aussi une empreinte très féminine finalement dans ces réseaux, on était assez contente de cette histoire-là, que les femmes s'emparent en fait de ces réseaux qui sont souvent masculins, qui sont souvent entre scientifiques aussi. Et que là, ce soit des paysans ou des paysannes, toutes avec des identités et des personnalités différentes et des histoires différentes, mais qui s'emparent de ces problématiques. Je trouvais ça hyper intéressant.
Donc bien évidemment, on a des hommes dans le réseau. J'ai oublié de citer Michel et Evelyne de la ferme bio de thé qui ont été aussi membres fondateurs et membres vraiment démonstrateurs. Hein. C'est une ferme absolument géniale que cette ferme qui fonctionne aussi depuis des années en polyculture élevage avec plein d'ateliers de production, en circuit court, avec de la méthanisation avant l'heure, mais à l'échelle de la ferme, une méthanisation vraiment éthique, si je peux dire. Et de fait, voilà, ce réseau regroupe plein de belles personnes avec des idées qui sont transmissibles, qui vont aider les uns et les autres. Et moi, j'attends beaucoup de ces rencontres un peu plus pédagogiques européennes pour qu'on aille faire des tours de champ chez les uns et les autres et pouvoir s'inspirer, quoi. On va avoir un long podcast avec les autres fondateurs d'EU Farms. Est-ce qu'il y a un élément vraiment important qu'il faut vraiment que tu dises, qui sera peut-être pas dit forcément par les autres personnes du groupe Cœur et que tu voudrais déposer là? Oui, moi je suis peut-être un peu plus sensible à la pluriculturalité de par mon passé, comme j'ai vécu à l'étranger, et le multiculturalisme et l'interculturalité, ça me parle énormément. Je crois que l'avantage d'un réseau européen, c'est aussi sa richesse d'aller voir comment l'agriculture ou l'agroécologie s'est développée dans d'autres pays, combien elle peut être différente et très très influencée par l'histoire agricole d'un pays. On parlait de l'Italie là, hier. L'Italie vraiment a gardé une petite agriculture familiale avec une vraie fierté attachée à un produit, le produit de la ville, etc. Et du coup, j'allais dire, les fondations même de cette petite agriculture paysanne sont restées, elles ne sont absolument pas remises en cause par la société. Et c'est hyper intéressant d'aller s'inspirer de pays qui ont vécu une histoire complètement différente pour voir non pas comment on ferait un copier-coller, on ne fera jamais la même chose en France que ce qui se passe en Italie, mais comment, par quelques aspects, on pourrait, créer des synergies ou s'inspirer de ce qui a été fait. Cet écosystème-là, il fonctionne. Pourquoi il fonctionne? On va l'étudier et ses caractéristiques, peut-être que certaines, on peut les importer chez nous, quoi. Trop chouette. Bah, tu parles à mon cœur là, parce que c'est vraiment ce que j'ai compris pendant mon tour du monde, quoi. C'est génial. On peut faire de l'agroécologie partout, mais le contexte est différent, mais on peut quand même s'en inspirer. Exactement. Et c'est d'une telle richesse. Ouais. Quand tu arrives à ouvrir les yeux, tu vois, le moindre détail, tu peux... Ah, mais c'est extraordinaire. Ouais. Et du coup, on revient en France avec des lunettes différentes pour regarder l'agriculture et le monde, quoi. C'est vrai pour tous les voyages, mais encore plus dans ce domaine-là qui est quand même un milieu exceptionnel, quoi, l'agriculture. Alors pour terminer, donc les auditrices, auditeurs de ce podcast sont souvent des personnes assez jeunes. Bon. Pas tout le monde, hein. Mais la moyenne c'est 25-45 ans, quoi. Souvent qui se questionnent sur comment je peux mettre en pratique l'agroécologie dans ma vie. Est-ce que tu as un message à donner à des gens qui se demandent est-ce que je peux devenir paysan? J'ai des peurs. Est-ce que tu as un message à diffuser? Moi, j'ai vu passer, au fur et à mesure de ces années, beaucoup de personnes qui voulaient se former pour devenir paysans. J'en ai formé beaucoup, j'en ai accompagné beaucoup. Et la seule chose qui rassure, c'est pas ce que moi je vais dire, c'est pas ce qu'on va lire dans un bouquin, ça inspire. Mais c'est pas ce qui rassure et c'est pas ce qui te convainc que tu es fait pour ce métier. Ce qui te convainc, c'est de mettre les mains dedans. C'est de se tester. Et se tester, ça veut dire pendant une année, tu y vas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu mets les mains dans la terre, tu essayes de te détacher un petit peu de la technique pour te mettre à l'écoute de ce que toi tu ressens. Et c'est ça qui fait que chaque matin tu vas aller bosser. Quand tu es paysan et que c'est dur, le soir tu te couches, tu es déprimé, tu n'en peux plus, tu es harassé, tu t'en sors pas économiquement. Et le matin tu te lèves, tu regardes tes champs, tu regardes tes arbres, tu regardes tes légumes, tu regardes tes animaux, tu te dis mais non, mais c'est ça que je veux. Tu vois, c'est cette vie-là, c'est cette réalité-là, elle me convient, je suis en adéquation avec mes valeurs, avec ce que je suis, avec ce que j'attends de la vie. Et ça, c'est parlant. Donc il faut se tester en fait, il n'y a pas d'autre moyen.
Et moi, je suis tout à fait en phase avec des jeunes que j'ai pu rencontrer qui étaient complètement déprimés parce qu'ils s'étaient installés, donc ils avaient mené le parcours du combattant à l'installation. Et puis, vraiment installés en production depuis 2 ans, ils arrêtaient. Mais tant mieux, à la limite. C'est dur, émotionnellement, psychologiquement, mais il vaut mieux arrêter là en se disant non, finalement c'est pas pour moi. Moi, mon appel, c'était plutôt de travailler dehors, de travailler avec le vivant, dans la nature. Vis-le différemment. Peut-être que tu te fais ton petit lieu d'autonomie, d'autosuffisance pour toi, et puis tu gardes un job à côté parce qu'économiquement ça te rassure. Mais ça, c'est ok aussi, en fait. Tout le monde a sa place, on est chacun un maillon de la chaîne. Aucun maillon ne va être semblable, mais on arrive tous à se relier les uns et les autres. Et soit si tu montres l'exemple dans ton jardin parce que tu fais pousser 3 tomates, mais tu convaincs ton voisin qui traite encore sa pelouse de ne plus le faire parce que tu lui montres les résultats que tu obtiens, tu as quand même, fait ta part. Donc chacun doit pouvoir se positionner là où il est bien. Si c'est trop de souffrance psychologique, physique ou familiale, parce qu'il y a aussi ce déséquilibre familial là souvent, il vaut mieux renoncer et faire une part plus petite différemment que de souffrir et puis de mettre tout l'équilibre familial, émotionnel, personnel en péril, quoi. Merci beaucoup, Perrine. Avec plaisir. Et au plaisir de suivre ce projet, peut-être en Normandie, peut-être ailleurs. Voilà, et si vous avez 120 hectares, demain, dites-moi où et je viens. Ok. Je cherche activement. J'étais pour l'instant basée en Normandie, mais je vais commencer à élargir la recherche. Ok. Et puis, s'il y a des collectifs qui se créent, je suis ravie aussi. S'ils ont envie de jouer les cobayes, je suis ravie de venir les étudier. Ok, ça ne tombera pas dans l'oreille de sourd, je pense. Génial. Merci. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.